Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue à cette vidéo de synthèse hebdomadaire où je ferai le point sur quelques actualités saillantes de cette semaine et qui ont surtout attiré mon attention. Je vous informe que je suis de bonne humeur, même si les thèmes abordés sont plus que tragiques, ils sont de l'ordre de l'apocalypse. Mais bon, c'est comme ça. On ne va pas se laisser atteindre par le, le système, par l'état profond. D'ailleurs, le fil conducteur de cette vidéo, c'est le retour du fascisme. Le retour du fascisme, non plus entre les mains de la dite extrême droite, non plus par les marges, mais par le cœur du système, par l'établissement, l'idéologie, la pensée de notre établissement, notre état profond, celui qui passe sur le service public, celui qui distribue les subventions aux artistes, aux journalistes, aux gens de théâtre, celui qui gère le pays, son idéologie, c'est le fascisme. Alors, bien sûr, c'est un fascisme sans la moustache et sans les uniformes gris et repassés et sans les panzers division. C'est un fascisme différent, mais c'est un fascisme quand même, puisqu'il veut aboutir à un ordre nouveau, un thème d'extrême droite, l'ordre nouveau, et un homme nouveau, marqueur du fascisme. Voilà, alors commençons d'abord, on va aborder 5 ou 6 thèmes, on ira d'abord en Afrique et puis on reviendra sur notre chère et triste Europe, dont la France qui n'en finit pas de saigner. La France est comme un véhicule. Vous savez, il y a les Renault Mégane qui perdaient le contrôle avec le régulateur de vitesse, vous savez. Le pilote automatique prenait le contrôle de la voiture et la jetait sur le péage ou sur un mur. Eh bien, c'est exactement ça la France. Elle n'en finit pas de faire sa sortie de route. Le pilote automatique s'appelle la haute fonction publique, conjuguée à une bande de dingos qui se prennent pour des intellectuels et des penseurs, et une bande de menteurs, je dis bien menteurs, qui se prennent pour le service de l'information, hein, qui se prennent pour des médias. Voilà. Commençons donc par le Sénégal, l'Afrique. Le Sénégal, on en a parlé la semaine dernière, nouveau président, le monsieur Faye, inspecteur des impôts, attention, première alerte. Monsieur Faye se présente à la cérémonie d'investiture avec 2 femmes, 2 épouses officielles. Je vais être très sincère, l'homme qui est en moi l'applaudit, chapeau, parce que déjà, une épouse, c'est déjà quelque chose. 2 épouses, chapeau. Alors moi, je viens d'une famille où mon oncle, Dieu ait son âme, il s'est marié 7 fois. Donc j'ai quelques prédispositions génétiques pour la chose. Mais je salue le monsieur Faye. S'il réussit à gérer ses ménages avec justice, équité et harmonie, il a de grandes chances de gérer ce pays magnifique et prometteur qu'est le Sénégal. Je le dis sans, euh, sans hypocrisie, j'adore le Sénégal. C'est mon autre terre religieuse. Je suis très attiré par la religiosité très particulière du soufisme sénégalais. Dès que j'aurai un peu d'argent, j'irai au Sénégal, en Afrique de l'Ouest. Je veux faire un périple du Sénégal jusqu'au nord Nigeria avec mes amis Tijani. On en parlera une autre fois. Donc le Sénégal, c'est un pays très intéressant. C'est un vrai pays. Ce n'est pas une construction artificielle. Ce n'est pas le Qatar, le Sénégal, d'accord? Le Sénégal va durer. Le Sénégal est une construction française, on en a parlé la semaine dernière. Je vous renvoie la vidéo si vous ne l'avez pas vue. Mais c'est un pays qui va durer. C'est un pays qui est dans l'histoire. Ce n'est pas le Bahreïn. C'est pas, non. Malheureusement, l'Irak n'a pas la chance du Sénégal. L'Irak est un pays qui est en train de s'effondrer. Très dommage, mais c'est comme ça. Donc le Sénégal a un président qui a 2 femmes. Alors, il y a 2 manières de voir les choses. Il y a la manière française, rive gauche. Ah, les femmes, la polygamie, c'est pas bien. Voilà. Il n'est pas moderne. Ah, il n'est pas woke, il n'est pas progressiste. Retour en arrière. Le Sénégal va basculer. Est-ce que le Sénégal va basculer? Et il y a la deuxième approche qui est de dire ils sont différents. L'approche de Lyoté, l'approche de Lévi-Strauss, un homme de gauche, l'approche de Brodel, un type de gauche. Hein. Pas besoin d'être monarchiste comme Lyoté pour voir la réalité. On peut être de gauche et voir la réalité. Enfin, la gauche d'avant, celle d'aujourd'hui, elle ferait tout. Elle ferait tout pour garder
son appartement de 200 mètres carrés, boulevard Saint-Germain, tout. Quitte à introniser un nain euh, qui a fait une transition de genre comme président de la République. Hein. Je vous annonce peut-être le futur proche. Donc ils sont différents. On peut dire aussi qu'ils sont différents, qu'on respecte la polygamie de ce président, du moment qu'il respecte la culture française. C'est s'il vit en France, enfin, qu'un Sénégalais en France n'exige pas la polygamie. C'est ça le respect. Le respect, c'est pas la domination. Dans la langue du rappeur, c'est-à-dire de notre culture populaire, notre culture populaire est largement infusée de pornographie et de rap, hip-hop. Deux écoles de domination. Dans la pornographie, la femme est une chienne. Je ne fais que reprendre les codes du domaine. Hein. Et dans le rap, il y a un dominateur, il y a un chien, dog, d'ailleurs il s'appelle souvent entre dog aux États-Unis. Il y a un chien dominant, un chien alpha, et le reste sont dominés. Vous voyez d'ailleurs la pose du rappeur, il est toujours en contrebas, il est toujours en train de vous mettre le doigt comme ça, avec les armes, l'or, les femmes, les voitures. Il veut te dominer. Il ignore qu'il est lui-même l'esclave du système, mais ça c'est un autre sujet. Quand on demande le respect, les Africains, les Arabes souvent, enfin ceux qui sont admis dans les médias, exigent souvent le respect. Mais le respect, il marche dans les deux sens. Et le respect n'est pas la domination. Souvent, ceux qui te demandent le respect, les rappeurs, veulent te dominer. Non, non. Respect, respect, c'est le terme qui revient souvent dans la bouche des racailles, alors qu'ils sont l'inverse du respect. En fait, ils veulent ta soumission. Ce qu'ils appellent le respect, c'est ta soumission. Non, ça ne marche pas comme ça. Donc, il y a des civilisations différentes. Il y a une Afrique qui est polygame, pré-islamique et islamique. Hein. Le Sénégal, il est sur les deux. C'est un véritable pays africain. La polygamie y est depuis bien avant l'arrivée de l'islam. C'est un pays d'esclavage. L'esclavage aussi existe avant et après l'islam. C'est ça l'humanité. Je ne défends pas l'esclavage, mais je dis les êtres humains ont vécu des milliers d'années avec l'esclavage, avec la polygamie. C'est donc qu'il y a des, comment dirais-je, il y a une vérité là-dedans. Il y a quelque chose que nous devons saisir. Je ne dis pas qu'il faut être d'accord. Moi, je ne veux pas être polygame. Même si je jalouse un petit peu ce président Faye. Non, je veux juste ne pas être bête. C'est déjà pas mal. Je voudrais bien ne pas être bête et être à côté de la plaque. Il y a une vérité là-dedans. S'il y a l'esclavage, c'est que les gens sont laissés faire. Parce que les esclaves étaient toujours majoritaires par rapport aux maîtres. Et les maîtres n'avaient pas la bombe nucléaire comme aujourd'hui nous l'avons. Les maîtres d'avant, ils étaient minoritaires, ils n'étaient pas ils étaient armés de saguets. Hein. Mais ils dominaient avec les marabouts. Ils dominaient avec les gens, les chefs spirituels. Comme sont dominés aujourd'hui les prostituées nigérianes en Europe. Les macros sont souvent des femmes, des maquerelles. Elles n'ont pas de kalachnikov comme à Marseille. Elles dominent par la sorcellerie. Hein. Si tu quittes le réseau, si tu fugues à Milano ou à Cologne, ta sœur recevra un sort et deviendra folle. Ça marche comme ça. Donc, c'est ça la nature humaine, moi, qui me passionne. C'est ça qu'il faut qu'on comprenne, parce que nous ne valons pas mieux qu'un esclave. D'ailleurs, les Blancs étaient esclaves. Slave, ça vient de slave. Hein. Petit rappel à destination de LFI et de Black Lives Matter. Comprenons ces femmes, comprenons ces hommes, comprenons cette société, comprenons cet autre, qui n'est pas nous. Qui n'est pas nous. Ça nous renvoie aux thématiques de l'assimilation et de l'immigration. Comment veux-tu assimiler en France un type qui est polygame? Ou une femme qui accepte la polygamie? Ou qui la désire même, j'ose le terme. C'est impossible. Ça ne veut pas dire qu'elle vaut mieux que nous. Ça veut dire qu'elle est différente, qu'elle est autre. Et que l'assimiler est peut-être une très mauvaise idée. C'est nous faire perdre notre temps et lui faire perdre son temps. Parce qu'il y a une chose que l'être humain n'accepte pas, c'est le mensonge qui dure longtemps. Hein, tu ne peux pas dire à un Sénégalais qu'il est français, alors qu'il se sent sénégalais polygame. Tu ne peux pas dire à un Français qu'il est américain, ou allemand, ou européen. Il n'existe pas d'identité européenne. Il y a la France, il y a l'Espagne, et encore en Espagne, il y a les Catalans, les Basques et les Andalous qui ne sont pas pareils. Bon. Il y a la France, il y a l'Allemagne, il y a l'Écosse, tout ça. Voilà. Donc, la polygamie. La polygamie, c'est d'abord c'est un État-providence décentralisé. Dans des pays où il n'y a pas de sécurité sociale, où il n'y a pas de partenaires sociaux, où il n'y a pas eu le Conseil national de la résistance, où il n'y a surtout pas d'argent à distribuer. La France était un pays riche, donc elle a monté une sécurité sociale.
pour redistribuer l'argent, pour garantir les aléas de la vie, pour les assurer, la vieillesse, l'invalidité, ces choses-là, la maladie de longue durée, la maladie. La France maintenant paye tout ça sur les cotisations des travailleurs. Dans un pays où il n'y a pas d'économie formelle, comme le Sénégal, ou très peu, euh, comment tu protèges les femmes contre la vieillesse? Sachant que leur corps est plus fragile que les hommes. Les femmes mettent au monde, désolé de dire des énormités par rapport à les filles et aux écologistes, mais la femme amène la vie. La femme tombe enceinte, pas l'homme, excuse de le dire. Donc la femme est fragile pendant 9 mois, elle peut mourir en couche, une réalité dans l'ensemble des pays du monde, sauf quelques pays très développés. Ces femmes-là, comment tu les assures contre le risque de la vie? Les femmes vieillissent, elles deviennent moins désirables. Désolé, encore une fois, de franchir les lignes rouges du 7e arrondissement et de Sciences Po, mais je m'en fiche. Donc, elles sont moins désirables, elles valent moins dans le marché du mariage. Le mariage est un marché, hein, l'attraction sexuelle et tout ça. Comment tu veux comment tu veux les assurer contre ce risque-là? Eh bien, la polygamie est une réponse. Ce n'est pas ma réponse, mais c'est une réponse qui existe. C'est-à-dire que tu te maries avec une nana, eh bien, tu lui assures une protection physique contre les pirates, pour pas qu'elle devienne esclave, parce qu'il y avait des raids, des tribus voisines, des peuples voisins qui pouvaient prendre les femmes et les transformer en esclaves. Femmes de ménage, prostituées, voilà, autre chose. Tu la protèges physiquement, parce qu'il n'y avait même pas de police dans ces pays-là, hein, jusqu'aux années 1900, hein, jusqu'à l'arrivée de la France et l'installation de sa colonisation de manière durable et profonde. Euh, Comment tu la protèges contre tout simplement la faim? C'est ta femme, donc tu es obligé de la nourrir, tu es obligé de la soigner, tu es obligé de lui donner une retraite. Elle n'est pas ton égale. Je n'ai pas dit que c'était le régime idéal, mon régime. Ce n'est pas le meilleur des mondes. Je vous dis pourquoi les femmes acceptent ou acceptaient plus fréquemment, plus intensément qu'aujourd'hui, la polygamie. Il y a aussi une notion de reproduction des meilleurs. Les hommes alpha, les hommes qui ont les meilleurs, soit par leur religion, c'est quelque chose de marabout le Sénégal, les marabouts c'est quoi? Ce sont des leaders religieux, soit animistes, soit surtout musulmans. Les grands commerçants, c'est un pays de commerçants, karité, cacao, tout ça, arachides qu'ils vendent aux Arabes du Nord, Mauritanie, Maroc, ou au Sahel, vers le Tchad, ou au Nigeria, Guinée, hein, c'est des grands commerçants, les Sénégalais, ils vont jusqu'au Congo, Angola, tout ça. Donc le commerçant, il a de l'argent. Donc ces gens-là, ils avaient le droit à la polygamie parce qu'on perpétue la lignée, c'est de la génétique, c'est du pur Darwin. L'homme qui est libre, d'abord qui n'est pas captif, et l'homme qui a des moyens ou un prestige religieux, guerrier, commercial, ben, il a le droit de se reproduire plus que d'autres. C'est ce que faisaient les sultans, hein, du monde arabe, d'Orient, jusqu'à pas longtemps. C'est ce que font les Saoudiens jusqu'à pas longtemps. Mais eux, on ne les juge pas parce qu'ils ont de l'argent. Voilà. On préfère cracher sur Poutine, qui n'est pas polygame et qui, me semble-t-il, ne découpe pas ses opposants à la tronçonneuse et ne les plonge pas dans l'acide dans des représentations diplomatiques russes à l'étranger. Hein, contrairement à notre cher ami dont les initiales sont M, B et S. Je le respecte, hein, mais il faut dire ce qu'il est, qui il est. Ça n'empêche pas M. Macron de l'embrasser, d'aller le voir et de lui compter fleurette. Voilà, vous avez aussi autre chose, vous avez une revanche des femmes dans la polygamie. Je me rends compte que je suis en train de faire un topo sur la polygamie, mais une revanche des femmes dans la polygamie. Parce que après, il y a des notions de désir. Combien j'ai reçu de cadeaux, parce que dans ces pays-là, le mari paie la dot. Combien je reçois de visites de mon mari. Combien j'ai d'enfants. Est-ce que mon enfant est le préféré? Et tout ça, c'est la psychologie humaine. Donc nous, on arrive avec nos yeux de martiens, nous sommes des aliens aujourd'hui, nous, les occidentaux dans le monde. Nous sommes perçus comme des extraterrestres à cause de nos mœurs, wokisme, LGBTisme, etc., véganisme. Quel peuple au monde refuse de manger la viande? Quel peuple au monde refuse de manger? Il n'y a que nous. Enfin, criminalise la viande, la diabolise. Nous voyons les autres hommes comme des extraterrestres. Nous ne les aimons pas. Nous les transformons en objets d'études. Comment se fait-il qu'ils soient polygames, qu'ils soient ceci ou cela. Raconter une histoire.
fin du 19e siècle, il y avait un Français qui travaillait au Sénégal comme fonctionnaire, facteur ou je ne sais quoi. Il voulait réduire son train de vie, donc il a loué une maison en lisière de la ville musulmane, du quartier musulman, à Saint-Louis, près de la mosquée. Et donc sa femme, française, tout ça, contrairement à ce que nous disent les indigénistes et les filles, elle n'a pas, elle ne s'est pas, elle ne s'est pas baladée dans la rue avec un Kalachnikov, elle n'a pas tué des Noirs, au contraire, elle a créé des amitiés avec des femmes noires, ses voisines, pour laver voilà, le linge, tout ça, échanger des recettes domestiques, enfin voilà, la cuisine, tout ça. Et elle a connu la fille d'une voisine qui avait 14 ans et venait d'être fiancée à un mari qui lui a donné une dot, je sais pas, 20 veaux, 30 chameaux, je ne sais pas. La française, déjà, on est déjà à la fin 19e, mais on est déjà dans l'esprit progressiste. La française, elle dit à la femme noire, 14 ans, elle lui dit, mais comment se fait-il que tu acceptes d'être acheté? Il t'a acheté. Tu vaux beaucoup plus que ça. Tu dois refuser cette dot. Tu n'es pas une chose qui s'achète. Tu es l'égal de l'homme. Que lui répond la femme noire, 14 ans? Elle lui dit, madame, nous, les Sénégalaises, nos maris, au moins, ils nous désirent. Donc, ils payent pour nous posséder, pour se marier avec nous. Vous, les Blanches, les Françaises, vos maris ne vous désirent pas. La preuve, c'est vous qui payez la dot pour que le mari se marie avec vous. Vous voyez ce que je veux dire? On est toujours l'imbécile, le con, l'alien, on est toujours le barbare de l'autre. On est toujours le barbare de l'autre. Donc, il faut manier avec beaucoup de doigté cette question de différence culturelle. Vous voyez ce qui arrive au Sénégal fin 19e. Imaginez, ça arrive maintenant à Paris. Il y a 500 000 Sénégalais en France, je crois, 300 000, je ne sais plus. Sénégalais, Maliens, voilà. Vous vous rendez compte du nombre de confrontations, de frictions qu'il y a comme ça en France? Sauf que c'est pire, parce que le Sénégalais maintenant de France, on lui a donné des papiers français. On lui a dit, tu es français, tu vaux autant que le français. Et on lui a dit, à cause des profs de l'éducation nationale, à cause d'eux, et à cause aussi des médias, mais à cause des profs, on lui a dit, tu sais, le français, il vaut moins bien que toi, parce qu'il est raciste. Vous voyez, vous imaginez les frictions, vous voyez, imaginez cette scène aujourd'hui, comment elle serait faite. Elle donnerait la violence. Là, en Afrique, là, ce que je vous ai raconté, c'est juste drôle, c'est une pique, c'est drôle. Chacun reste chez soi. Même la Française savait qu'elle n'était pas chez elle au Sénégal. Hein, le mari restait 3 ans, 6 ans, 9 ans, le temps de faire un PQ et de remonter en France, parce que les salaires étaient plus élevés aux colonies qu'en France. Hein, lisez mon livre une contre-histoire de la colonisation française. Mon livre est mon cours, hein, vous pouvez choisir. Allez sur mon site, vous verrez tout. Ou sur la description ici de la vidéo, vous verrez tout, tous les liens, tout ça. Voilà. Donc, bon courage au Sénégal, bon courage au président Faye, dans ses ménages, au pluriel, et dans sa gestion du Sénégal. Nous, les Marocains, nous avons une relation très spéciale avec les Sénégalais, puisque le Tijani vient de Tijane, Abdel-Slam, je ne sais plus, qui était un Algérien, salutations au peuple algérien, qui a fait ses études à la Sorbonne arabe, qui est toujours Qaraoui, à Fès. Hein. On n'a pas toujours été fâchés entre les Algériens et les Marocains. Hein. Donc il est venu au Maroc à Fès, c'était un brillant élève de théologie, et il a créé un courant religieux qui a irradié le Maroc, l'Algérie, et pour des raisons que j'ai oubliées, il a irradié au Sénégal. Et les Sénégalais sont les principaux représentants de ce courant-là, qui est un courant arabe de Fès, créé par un Algérien qui a été formé au Maroc. Bon, fermons la parenthèse et maintenant allons sur des sujets véritablement tristes. L'Allemagne qui légalise le cannabis. Donc c'est probablement nous vivons un moment historique, c'est-à-dire le coup de grâce donné à un peuple d'élite, le peuple allemand. On peut détester les Allemands, ils ont tué des millions de Français au XXe siècle. Tout le monde l'a oublié, à commencer par Bruno Le Maire et Raphaël Glucksmann et Monsieur Macron, qui croient que les Allemands sont nos alliés naturels. Ou non, ils nous ont fait plus de mal que les Britanniques, les Allemands. Mais bon, hein, ils n'auront pas notre haine. Les Allemands, peuple d'élite, hein, les Teutons, il faut voir ce que c'était les chevaliers teutons. Ce qu'ils ont fait dans les pays baltes, c'est la foi, c'est l'agressivité, sont des bâtisseurs de républiques, de principautés. C'est pas n'importe qui, les Allemands, pas n'importe qui. Eh bien, ce peuple allemand s'est suicidé dans les 10 dernières années. Suicide magnifique,
opéré notamment par une femme, Madame Merkel. Hein, vive l'égalité, vive la mixité, vive l'inclusion. Voilà, maintenant nous avons une femme capable de faire beaucoup de mal à un pays. Voilà, comme ça, tout le monde sera content, commencer par les féministes. Madame, le suicide allemand, c'est l'importation de millions de Syriens et d'exilés. Je n'ai rien contre les Syriens, mais tu ne peux pas assimiler 1 million d'Arabes en Allemagne. Tu n'arrives même pas tu n'arrives pas à les assimiler dans les pays arabes. Tu mets 1 million de Syriens en Algérie, en Égypte ou au Maroc, pas d'assimilation. Enfin, ça mettra 100 ans. Tu mets 1 million de Syriens en France, tu mets 300 ans à les assimiler, avec une petite guerre civile. Tu mets 1 million de Syriens en Allemagne, tu mets 600 ans, parce que la langue est difficile. La langue n'est pas séduisante. Et le pays est un pays de tradition de sang, droit du sang. Les Allemands, ce n'est pas des Français. Ce n'est pas un pays qui a été créé par la langue ou par les rois. C'est un pays qui a été créé par l'ethnie et par l'identité. Les deux se valent. Les deux sont deux méthodes pour faire un peuple et une nation. Mais il y en a une qui est beaucoup plus facile, qui est beaucoup plus ouverte à l'assimilation. Donc, Madame Merkel a créé un cancer chez elle. Elle a reçu en héritage un peuple d'élite, le peuple allemand, ouest-allemand, est-allemand, après la réunification, par Helmut Kohl, il y a eu Schröder et tout ça, mais elle a reçu un peuple d'élite, PIB par habitant énorme, grande productivité, peuple pacifique, malgré tout ce qu'on dit, peuple pacifique, discipliné, propre sur lui, désarmé, woke, prêt pour la révolution woke. Voilà. Les hommes croient qu'ils sont l'égal des femmes, les femmes sont libérées, révolution. Un peuple, mais vraiment, c'est le peuple, c'est le peuple européen arrivé, voilà, c'est lapidé, poli comme une pierre précieuse. Là, tu mets 1 million de Syriens, là, ça y est, c'est fini. Parce que tu ne vas pas expliquer à un Syrien qu'une femme est l'égale d'un homme. Tu ne vas pas expliquer à un adolescent issu du Moyen-Orient, un Somalien, enfin, du Grand Moyen-Orient, Somalie, Irak, tout ça, ou Tchétchénie, Caucase, c'est pas très loin de. Il y a 2 heures de vol entre l'Irak et la Tchétchénie. Hein. Tu vas pas lui expliquer que un contentieux entre une bagarre de la cour de récréation ne signifie rien d'autre qu'une bagarre de cour de récréation. Une bagarre de cour de récréation peut signifier la mort et la vendetta dans certaines cultures. Donc le pauvre petit garçon allemand, là, tu l'as foutu à la vie. Tu lui as foutu en l'air son adolescence. Il sera traumatisé. Parce que le jeu n'est pas le même. Le jeu dans la culture allemande d'aujourd'hui, post-industriel, tout ce que tu veux, post-moderne, n'est pas le même que le jeu dans la culture ultra compétitive, ultra viriliste du Caucase. Donc ce jeune allemand, cette jeune allemande, je t'en parle même pas. Le harcèlement sexuel qu'elle va subir. Parce qu'une femme dans la rue dans un pays arabe, ce n'est pas la même chose qu'une femme dans la rue dans un pays d'Europe. Pourquoi vous croyez que toutes les classes moyennes et toutes les élites du monde arabe vont à Marbella, promenade des Anglais, surtout à Ibiza? Pourquoi? Parce qu'il y a des femmes qui se baladent dans la rue, vêtues légèrement, mais qui ne sont pas harcelées. Elles ne sont pas harcelées. Pourquoi les mecs ils payent 500 € une bouteille de champagne dans une boîte minable à Ibiza? Pourquoi ils achètent des maisons à Ibiza ou en Espagne? Parce que c'est pas pour les beaux yeux des Andalouses, enfin, c'est pas pour l'amour de la culture andalouse ou l'amour du climat, ça c'est du pipeau. Les mecs, ils veulent voir des femmes, parce que chez nous, les femmes n'ont pas accès à la voie publique comme chez vous. Bon. Donc, Madame Merkel avec les immigrés syriens. Deuxième coup de poignard dans la veine jugulaire, je sais pas quoi, la veine principale, c'est la guerre avec la Russie. C'est Nord Stream. Là, on a renchéri très fortement l'énergie pour les Allemands, qui n'ont pas d'énergie chez eux, qui n'ont pas de nucléaire. Donc, c'est fini. L'industrie allemande migre vers d'autres pays, d'autres cieux plus cléments, notamment les États-Unis. C'est un moment historique. Le suicide d'un peuple. Troisième point, là, tu mets le cannabis. C'est-à-dire que là, tu dis au peuple, tu mènes au peuple allemand la guerre de l'opium que les Anglais d'abord et un peu les Français ont menée aux Chinois au 19e. C'était quoi la guerre de l'opium? C'était, on voulait obliger les autorités chinoises impériales à libérer l'opium, à légaliser la consommation d'opium. Nous voulions droguer les Chinois. Les autorités ne voulaient pas de l'opium, ne voulaient pas droguer leur peuple. Nous les avons obligés à droguer leur peuple. C'est ce que nous avons fait. Surtout les Britanniques. Les Français ont suivi bêtement, parce que les Français avaient des ambitions en Asie, je le dis encore dans mon livre, de la diversité,
une contre-histoire de la colonisation, et aussi dans le cours qui porte le même nom, les Français, sous l'impulsion de la marine, qui voulait les généraux voulaient des patentes et des promotions, et ils voulaient la gloire, qu'il n'y avait plus de guerre en Europe, après que Napoléon ait tout perdu, il n'y avait plus de guerre, donc ils voulaient des gloires, des victoires en Extrême-Orient, et les commerçants, certains, pas tous, ils voulaient accéder au marché chinois. Or, la Chine était assez fermée, donc les Français voulaient, les commerçants marseillais, bordelais, Saint-Nazaire et autres, Saint-Malo et tout ça, ils disaient aux autorités françaises, rentrer en Chine par la Birmanie, parce qu'il y a des fleuves qu'on ne connaissait pas vraiment, mais on rentrera par la Birmanie, on rentrera par la Porte des Artistes, on rentrera par le Mékong, on rentrera par le fleuve Rouge, qui remonte du Tonkin, Nord-Vietnam jusqu'en Chine, on rentrera par la, je sais pas quoi, par la Mandchourie, on rentrera par la Russie, on rentrera par l'Inde, vous voyez ce que je veux dire, par la Thaïlande. Les commerçants ont eu ce rôle-là. Et donc, la France a suivi les Anglais qui étaient en avance pour embêter les Chinois, pour les fragiliser, pour les obliger à donner des concessions aux Français, notamment le droit d'avoir des espèces de zones commerciales, zones franches commerciales, imaginez des villes, on appelait les concessions, où les Français pouvaient résider sans payer d'impôts, faire le commerce. Il y avait, bon, on ne va pas rentrer dans cette affaire-là, les concessions, je le raconte dans mon livre. Aujourd'hui, vous avez des concessions, sauf qu'elles sont arabes et africaines, dans 93 ou dans le nord de Marseille. Voilà. Paie pas d'impôts, autogouverné, autogéré et influencé par l'étranger. Mais bon, M. Macron y a été et il n'a rien vu. Il a été à Marseille et il n'a rien vu. La PJ ne lui a rien dit. Comme ça. Donc, nous menons maintenant une guerre de l'opium contre nos propres peuples. Les Allemands mènent une guerre de l'opium contre eux-mêmes. Les Américains, je salue Marie qui me reproche un peu d'aimer les Américains mènent une guerre de l'opium contre eux-mêmes avec le fentanyl. Le fentanyl, une drogue, un opium si vous voulez, d'ailleurs il vient de descendre de l'opium, des opiacés, une drogue qui tue 50 000, 70 000 Américains par an. On n'a pas attendu le Covid pour tuer les Américains. Sauf que contrairement au Covid, le fentanyl tue les jeunes, et des gens, des travailleurs, pas des vieux, tout ça, non, il tue les travailleurs. Et le fentanyl est produit par le lobby Big Pharma, très cousin, très parent, pour ne pas dire le même, que le lobby qui nous a installés dans la terreur covidiste. Mais je m'arrête ici, pour ne pas froisser les belles âmes. C'est un fascisme. On démantèle le peuple allemand, on le drogue, on transforme l'allemand, le teuton, le peuple agressif, mais aussi, enfin agressif ça dépend, mais le peuple d'élite, on le transforme en une espèce de drogué à la ganja ou à l'opium, au cannabis. Mais c'est nul, c'est un crime de masse. Voilà un possible génocide, toute proportion gardée, avec beaucoup de guillemets, je fais un peu mon poète là. Mais c'est un crime contre... Qu'est-ce qu'un génocide? C'est l'élimination d'un peuple, d'un groupe ethnique. Là, qu'est-ce qu'on veut faire? Là, on veut abrutir, avilir, déclasser un peuple entier. Si ce n'est pas un génocide, c'est certainement un crime de masse. Et on veut le faire, la même chose en France. Parce que vous avez vu, quel est le mouvement? On interdit l'alcool. L'alcool tue, l'alcool au volant, c'est pas bien. Le vin, on renchérit le prix. Avant, le vin coûtait que dalle, maintenant, le vin est cher. On fait toute une... on interdit la cigarette, voilà, et on pousse le cannabis. Et quand tu dis ce que je viens de dire, on te dit, mais attention, Driss, de quoi vont vivre les banlieues si on interdit le cannabis, si on combat efficacement le cannabis? C'est des gens de gauche qui disent ça, mais je les traite de racistes. Je leur dis, mais vous êtes les racistes. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que Mokhtar ou Mamadou qui vit à Vénissieux, il est tellement bête, il est tellement abruti, il est tellement obtus qu'il ne peut pas s'en sortir dans la vie, sauf s'il vend du cannabis. Mais c'est ça le racisme. Pourquoi vous l'avez emmené en France au détriment de vos intérêts? Si c'est pour en faire un dealer de drogue, valait mieux le laisser au Mali, en Kabylie ou en Tunisie. Vous l'avez emmené en France, ouvrez-lui les portes. Demandez-lui de devenir polytechnicien. Exigez de lui de devenir polytechnicien. S'il le devient, tant mieux. S'il devient ingénieur, c'est déjà ça. Demandez-lui de devenir normalien. Soit il arrive à faire normal sup, mais s'il n'y arrive pas, il sera au moins médecin ou comptable. Augmentez sa dignité, élevez-le au-dessus de lui-même, au lieu d'en faire un trafiquant de drogue par définition. C'est ça le racisme, c'est pas autre chose. Le racisme, il est dans le système. Voilà ce que je voulais dire. L'Allemagne, j'ai envie de dire addio
je sais pas comment on dit Allemagne en italien, je sais qu'ils disent tedeschi. Bon, moi je dis addio Allemagne. Ciao, bon courage. En tout cas, nous ne craignons plus le retour du nazisme. C'est fini. Là, c'est fini. Ce peuple-là ne pourra plus envahir personne. Je pense que même là, les Français, ceux qui en restent, devraient, ceux qui survivent au macronisme, qui est un fascisme, on en parlera tout de suite, devraient se poser la question. Peut-être que c'est le temps, peut-être que dans 10 ans, 20 ans, nous pourrions, je dis nous, reconquérir la rive gauche du Rhin. Je pense que maintenant, nous pourrons repousser les frontières de la France jusqu'à Baden-Baden. Allez, jusqu'à Sigmaringen. Les spécialistes se reconnaîtront. Jusqu'à Sigmaringen. Hein, Karlsruhe, tout ça. Parce qu'il n'y aura plus personne en face. La Rhénanie désarmée. Hein, ce que voulait Clémenceau dans les années 20. Désarmer la Rhénanie, la Ruhr. Là, il n'y a plus d'Allemands. Il y aura des mecs qui fument du cannabis et qui mangent voilà, des kebabs ou des hamburgers et qui écoutent Beyoncé. Bon, voilà. Un peuple colonisable. Comme nous l'étions, nous, les Africains et les Arabes, à la fin du 19e. Si vous nous avez colonisés, si une poignée d'hommes blancs nous a colonisés, c'est que nous étions colonisables. Mais bon, fermons sujet. Troisième sujet, le retour en force de la censure, mais la censure du bien, la censure morale. Je vais allumer le... Je n'ai pas la clim, n'étant pas subventionné, n'étant pas de gauche, je ne reçois pas de crédit de l'État français, ni d'entreprise privée. Je vis grâce à mes droits d'auteur et grâce à vous. Quelques activités que je mène à droite à gauche, mais donc je n'ai pas de clim, donc j'ai un ventilateur. Au moins, mon empreinte carbone est limitée. J'envoie donc mes hommages à Madame Sandrine Rousseau. La censure, la censure, vous avez une offensive de la censure dont personne ne parle. Il n'y a que les médias alternatifs qui en parlent. Vous avez en France une loi dont le nom m'échappe, c'est Seren, qui vient de passer au Sénat et qui, sous couvert de... Il y a toujours des bons prétextes. C'est lutter contre le cyberharcèlement. C'est sûr que les types qui ont harcelé Mila, ou qui harcèlent un type qui harcèle une femme qui n'a pas voulu sortir avec lui, ou un type qui harcèle un homme politique, de gauche, de droite, peu importe. Pour moi, il y a le citoyen. Moi, je ne suis pas membre de LFI ou du PS. Pour moi, tout le monde est l'égal de l'autre. Hein. Nous avons tous les mêmes droits, les mêmes devoirs. Hein, d'accord. Donc, c'est normal de combattre ce cyberharcèlement qui est fait notamment, ce sont des menaces, des trolls, des commentaires négatifs, injurieux, insultants, des montages de ta photo, des mèmes, tout ça, envoyés par des gens qui ont des pseudos. C'est très dur à vivre. C'est normal de le combattre. Sauf qu'au lieu de le combattre avec l'arsenal juridique magnifique que nous avons aujourd'hui, la France n'est pas née. La France est un pays de juristes. Hein. La France, depuis Napoléon, nous avons des lois stables, enfin depuis les rois, mais Napoléon a mis en place le code civil, tout ça. Nous avons tout ce qu'il faut pour lutter contre les atteintes à la vie privée, contre le harcèlement. Qu'il s'appelle cyber ou harcèlement de rue, le seul facteur de succès ou d'échec là-dedans, c'est le juge. Si le juge veut travailler, procureur, le magistrat, le procureur ou le juge d'instruction, s'ils veulent faire leur job, les gens sont punis et les victimes sont protégées. Or, notre système judiciaire ne veut pas faire le job. C'est un problème. Les lois sont bonnes. On peut les améliorer, mais elles sont bonnes. Le problème, c'est que le système ne veut pas lutter. Donc là, sur ce prétexte-là, qui est légitime, protéger les victimes, on te dit on va censurer tous ceux qui sont déclarés cyberharceleurs. Donc ça peut être toi et moi. Voilà. Et bien sûr, il n'y a pas de présomption d'innocence. Et si Twitter, YouTube, tout ça ne s'exécutent pas, enfin n'obéissent pas aux ordres de la justice, ils payent des amendes et tout ça. On te dit tout ce qui est incitation à la haine sera automatiquement enlevé des réseaux sociaux. Alors là aussi, la haine, c'est pas bien. Mais il y a déjà les lois contre la diffamation depuis le 19e siècle, le code de la presse, diffamation, injure, calomnie, tout est là. On n'a pas besoin de nouvelles lois. Si je t'insulte sur Internet, c'est comme si je t'insultais sur un papier, sur un article dans Libération. C'est la même chose. Ton honneur, ta réputation, c'est un concept qui est intégral. Ton honneur, il est valable sur les réseaux sociaux, comme elle est valable dans la rue. T'insulter dans un supermarché est aussi grave et revient à la même chose que t'insulter
devant des témoins, que t'insulter dans un réseau social ou dans un journal. C'est ton honneur qui est remis en cause. Donc les lois existent. Là aussi, on remet une couche. Et la haine, on veut interdire la haine. Là, on est chez les dingos. Parce que la haine, c'est l'être humain. On va interdire la nature humaine. Tu veux interdire la haine, mais demain, tu interdis la Bible. Moi, je lis la Bible, je vois beaucoup de haine. Je vois beaucoup d'amour, mais je lis la Bible, il y a beaucoup de haine. Il y a des massacres dans la Bible. On va interdire la Bible. Tu veux interdire la haine, bah, tu interdis le rap. Tu veux interdire la haine, bah, tu interdis la gauche, parce qu'elle déteste tout le monde, à part elle-même. Tu veux interdire la haine, mais si tu interdis la haine, tu interdis la politique. La politique, il y a une logique de haine. Il y a le rival, il y a l'ennemi. Il faut dire Carl Schmitt, Julien Freund. Ils veulent interdire le mensonge maintenant. Ah, si tu fais de la désinformation, là aussi on te censure. Mais attends, le mensonge, c'est la politique. Qu'est-ce que c'est que la politique? C'est l'art de manier le mensonge. Ce n'est pas que ça, mais c'est aussi ça. Si tu interdis le mensonge, tu tues la vie politique. Ça ressemble quand même à du fascisme. C'est ça le fascisme. Le fascisme maintenant, c'est pas un type avec une moustache ou des chemises brunes. Ce sont des types aux cheveux bleus, au piercing dans le nombril, en transition de genre, qui ont lu un extrait de Foucault, qui ont lu deux, trois phrases hors de leur contexte de Frantz Fanon, qui ont grandi avec des gens issus de l'immigration qui leur ont enseigné que tout ce qui est musulman, arabe, africain est génial, et tout ce qui est blanc, européen est par définition raciste et rance. C'est ça le fascisme d'aujourd'hui. Et derrière ces imbéciles, ce sont des imbéciles, derrière, il y a des oligarques qui font de l'argent sur notre dos. La finance, l'industrie pharmaceutique, le hold-up du Covid, hein, l'impression de billets, les contrats pendant le Covid, les contrats passés. Hein, qui a fait les masques, les médicaments je crois qu'il n'y a pas eu de fraude dans les aides Covid pour les restaurateurs. Il n'y a pas eu de fraude. Vous croyez que les oligarques n'ont pas racheté à un prix dérisoire les établissements qui ont fermé à cause du Covid? Les restaurants, tout ça. Vous croyez que le crime organisé, qui est aussi une forme d'oligarchie, n'a pas profité du Covid et de la gestion catastrophique du Covid par M. Le Maire et tant d'autres enfermeurs et tant d'autres geôliers de l'économie? Vous croyez que M. Le Maire, la mafia française, corse, marseillaise, italienne, n'a pas racheté des entreprises jadis en bonne santé et mises à genoux à cause du Covid? Vous croyez? Donc, nous avons aujourd'hui donc des oligarques qui se dissimulent. C'est le carnaval, comme à Rio de Janeiro. À Rio de Janeiro, vous avez des bombes sexuelles avec du silicone, vous avez des magnifiques métisses, vous avez des gens déguisés, hein, mais qui financent, c'est la mafia du jeu clandestin. D'accord? Et les politiciens, hein, qui se confondent souvent. Chez nous, vous avez un carnaval permanent, c'est le LGBT, islamophobie, féminisme, écolo, véganisme, ZAD, ça c'est un carnaval. Voyou, le voyou, hein, il fait diversion. Qu'est-ce que c'est que le fait divers? Ça te fait oublier ce qui est important, c'est-à-dire l'inflation, ce que je viens de te dire. La loi dont je te parle aujourd'hui, de la censure, personne n'en parle. Parce que nous parlons de Lola qui vient de s'être massacrée, Shannon a été violée, elle en est morte, rendez compte. Une fille morte de 13 ans. Non, je ne sais plus. Enfin, une jeune. Morte, une femme aujourd'hui meurt en France parce qu'elle était violée par deux sauvages. Personne n'en parle. Enfin, le président n'en parle pas. Enfin, ceux qui devraient en parler n'en parlent pas. Donc, tu regardes ça, tu oublies l'inflation, tu oublies la hausse du taux d'intérêt de la dette française, tu oublies tout ça. Qui lit le budget de la France aujourd'hui? Personne, parce que tu lis les faits divers. Quand tu es sidéré, quand tu as peur, quand tu es en horreur, tu ne travailles pas les dossiers. C'est ce qui arrive à l'opinion publique, à la partie éclairée de l'opinion publique, celle qui veut vraiment être au courant. Donc voilà, le fascisme est en marche. Il se sert de ces lobbies-là, qu'ils appellent les minorités, pour nous faire oublier sa monstruosité. C'est vraiment un projet méprisable. C'est le fascisme. Et bien ça, moi, je veux le combattre. Quatrième point, j'hésite parce que je ne veux pas de procès.
je ne sais pas comment on va l'appeler, quatrième point, le fantasme de la collaboration. Hein. En marge des élections européennes, on entend déjà des candidats qui nous parlent, ah, il nous faut une Europe fédérale. C'est comme le communisme. Tout le monde sait que ça ne marche pas, tout le monde reconnaît que ça ne marche pas, mais on te dit c'est parce qu'on n'en a pas assez fait, parce qu'on ne s'est pas assez appliqué. Eh bien, c'est la même chose avec l'Europe. Ça ne marche pas, ça nous appauvrit, ça renchérit l'énergie, ça nous rend ridicules face aux Américains, face aux Russes, face au Sud global. Bon, le Sud global, pour moi, n'existe pas. Face aux Arabes, aux Noirs, aux Chinois. Moi, je connais les Arabes, les Noirs, les Chinois, les Africains, ça, je connais. Les Sud-Américains, ça, je connais. Les Indiens, les Indonésiens, ça, je connais. Je ne connais pas, moi, le Sud global, ni les BRICS. Excusez-moi, moi, bon, je ne suis pas au carnaval. Hein. Je ne vais pas mettre un masque sur ce que je peux nommer, ou un maquillage sur ce que je peux nommer. Donc l'Europe nous ridiculise, nous affaiblit. Qu'est-ce qu'on fait? On en fait plus. Maintenant, il faut qu'elle soit fédérale. Et vous allez voir, tous les problèmes seront réglés. Moi, je dis, c'est un programme de collaboration. C'est ce que voulait Pétain. Enfin, encore Pétain, il était tellement gaga que... Hein, c'est ce que voulait une grande partie de Vichy. Il y a eu plusieurs Vichy, plusieurs courants dans Vichy. Mais une grande partie de Vichy voulait ça. Surtout Paris, parce qu'il y a eu Vichy. Il y a eu deux collaborations, la collaboration de Vichy et celle de Paris. Celle de Paris était pire. De toute façon, tout ce que fait Paris, c'est pire. Hein, tout ce que fait Paris. Paris a tué Louis XVI, Marie-Antoinette, Louis XVIII. Paris nous a fait la Commune. Paris nous a fait mai 68. Paris nous a fait Maastricht. Paris a devancé tout le monde sur les MNA violents, sur l'immigration. Voilà, Paris, c'est l'aurore française. Je n'aime pas cette ville. Même si c'est un patrimoine mondial, je n'aime pas cette ville. Bon, on a ses préférences. Hein. J'ai perdu le... Voilà, il y avait la collaboration de Paris, c'était pire que Vichy, parce qu'elle était vraiment, mais prostitution, par rapport à Otto Abès, l'ambassadeur allemand à Paris, enfin c'était horrible, Radio Paris, enfin. Vichy au moins, tu avais une partie qui faisait double jeu, qui attendait le moment de la revanche, qui parlait avec les Américains, officiellement, les archives de la Maison Blanche, hein, qui parlait avec Churchill, qui gérait l'Empire, qui voulait préparer, qui cachait des soldats dans l'Empire. N'oubliez pas que Vichy, l'armée de Vichy, a caché les goumiers au Maroc, les a entraînés de manière clandestine, au Nien la barbe des Allemands. Il ne faut pas oublier ça. Mais là, tu as une collaboration à la parisienne. Des artistes, hein, les grands éditeurs, pas tous, certains, le théâtre, les artistes, le music hall, on chante pour les Allemands, ils payent, on continue à boire le champagne et on laisse faire. Là, tu as une préparation de l'Europe nouvelle. Le rêve allemand se réalise. Malheureusement, il n'y a plus d'Allemands. Je vous renvoie au deuxième sujet de cette vidéo. Les Allemands exaucent leur vœu de faire une Europe à leur botte, au moment où ils disparaissent en tant que grand peuple. Ils continueront à parler allemand, mais ils ne seront plus des vrais Allemands. En termes de peuple de Goethe, hein, le peuple de ThyssenKrupp, le peuple qui a fait BASF, le peuple qui a fait la fusée V2, le peuple qui a... Peuple, grande industrie, le peuple enfin, grand peuple. Les Allemands exaucent leur rêve d'une grande Europe, sauf qu'ils sont plus malins qu'avant. Jusqu'à Merkel. Ils étaient beaucoup plus malins que les nazis. C'est-à-dire qu'au lieu de t'envahir avec des Panzer-Division, c'est trop voyant, ça fait peur aux bourgeois. Là, ils t'envahissent avec les juristes. Les normes, l'Europe, la transposition des normes, voilà, les technocrates. Et finalement, tu te retrouves l'esclave des Allemands. Sauf que les Allemands se cachent. Ils sont à Bruxelles. En fait, Bruxelles, c'est Francfort ou Berlin. Sauf que la porte de Brandebourg, maintenant, elle est à Bruxelles. Hein, on te dit Bruxelles, Bruxelles, Bruxelles. Détester Bruxelles. C'est Bruxelles qui veut ci, c'est la Commission. Or, Bruxelles, au fait, c'est une annexe de l'Allemagne. Une opération extraordinaire dont l'histoire n'a pas encore été écrite. Au fait, tu as donc une partie de la classe politique française, de gauche comme de droite, qui rêve de ça. Ce sont des collabos. Alors, ces collabos, ils ont quelques... Alors, ils sont de gauche et de droite, parce que la collaboration dans les années 40 était de gauche d'abord et de droite. Hein, Déa, Doriot, même Laval, ce n'était pas l'extrême droite. Radio Paris, tout ça, les grands auteurs, tout ça, c'était souvent des gens de gauche.
et c'est aussi des gens qui viennent du pseudo-pacifisme. Avant, il y avait le pacifisme. Parce que là, dans les années 30, on te disait les Munichois, c'était des pacifistes. Très bien. Donc, ils ont amené Hitler. Aujourd'hui, tu as des pacifistes, sauf qu'ils veulent la guerre. Mais en fait, ils ne veulent pas la guerre, ils veulent l'occupation de la France. Très intéressant. Ce sont des pacifistes parce qu'ils, je ne cite pas les noms pour ne pas avoir de procès, ils sont à gauche, à droite. Ils te disent, on veut la paix. Donc, il nous faut l'OTAN et la défense européenne et la souveraineté européenne. Macron veut la paix. Il te dit, moi, je veux la paix. Tellement de candidats de gauche, de droite, l'Europe, c'est la paix. C'est-à-dire l'OTAN, Bruxelles, les pouvoirs chez Ursula, l'Europe fédérale. On donne tout, même l'arme nucléaire, ils vont en donner à l'Europe. C'est comme la GPA, ils attendent le bon moment pour nous injecter cette réforme. Il ne faut pas dire autre chose, hein. Restons courtois. Ce sont des faux pacifistes. Officiellement, ils sont pacifistes. Parce que ce sont des vrais pacifistes, pardon. Ils veulent la paix parce qu'ils sont des eunuques. Mais pour éviter la guerre, pour éviter qu'eux fassent la guerre, qu'ils ne sont pas capables de faire la guerre, ce sont des eunuques, ils ne peuvent pas faire la guerre. Ce sont des animaux de harem. C'est le staff d'un harem. Alors le harem peut être homo, hétéro, peu importe, ou arc-en-ciel. C'est un harem quand même. C'est ça la mentalité d'un eunuque. L'eunuque sert le pouvoir. Le eunuque adore le pouvoir, mais il ne peut pas faire la guerre. Enfin, tu me trouveras toujours des... Je sais qu'il y a il y a eu des généraux eunuques, notamment chez les Chinois, je crois. Bon. Ce qu'ils veulent, c'est provoquer les Russes, pousser à une guerre avec les Russes, et pour que les Américains débarquent chez nous, physiquement ou techniquement. Ce qu'ils veulent, c'est qu'on devienne une véritable annexe des États-Unis, au nom de la guerre contre la Russie. L'économie de guerre, on va te dire, mais attention, on ne va pas produire des yaourts, on va transformer les chaînes de production de Danone en chaînes de production de je ne sais pas quoi pour les Ukrainiens. On ne fera pas de voitures. Pourquoi tu veux qu'on fasse des voitures? Ça pollue. On fera des tanks. Et après, tu verras qu'au fait, on n'a pas fait assez de tanks que ça, chez PSA, Sochaux, et que finalement, le marché français, on l'a donné aux Chinois. Parce qu'il ce sont des collabos américano-chinois aussi, hein. Ils rêvent d'interdire le diesel, ils s'en foutent du climat, ils ne savent même pas faire une équation. Comment tu crois qu'ils comprennent le changement climatique? Ils comprennent que dalle. Ce qu'ils savent, eux, c'est que les Chinois ne sont pas bons dans le diesel. Donc, ils vont ouvrir le marché de l'automobile aux Chinois grâce à la voiture électrique. Tout simplement. Ils vont tuer l'automobile française qui est diesel, l'automobile allemande qui est diesel, et ils vont te mettre les Chinois. Parce que Tesla, c'est... Elon Musk, ils ne veulent pas de lui parce qu'il est de droite. Bon, voilà. Ce sont des collabos. Ils ne veulent pas la guerre, ils veulent l'occupation. Et une occupation qui soit justifiée. Parce que s'il y a la guerre avec la Russie, les Américains, qu'est-ce qu'ils vont nous dire? À moi, à leur place. L'OTAN, qu'est-ce qu'il va te dire? Tu ne sais pas produire d'armes, tu n'as pas beaucoup de soldats, ta jeunesse est déconstruite, je t'envahis. Ou je prends le contrôle de ton armée, de ton économie, pour qu'on combatte les Russes. Si on rentre là-dedans, mais moi, je vais fermer ma gueule. Parce que qu'est-ce que tu dis? Si on est officiellement en guerre contre les Russes, ben, il faut qu'on gagne. Je n'aimerais pas que ça se produise. Mais si ça se produit, je ne comptais pas sur moi pour te dire les Américains ont ouvert une base à Orléans. D'ailleurs, il y avait, jusqu'en 65-66, il y avait des grandes bases américaines à Orléans, à Nancy, à Toul, à Aucher, dans le sud-ouest, en Champagne, dans l'ouest de la France, j'ai oublié, à Auxerre, non pas Auxerre, peu importe, nord de la Bourgogne, peu importe. Il y avait des bases américaines partout. C'est le rêve de ces candidats-là, c'est de ramener, de donner aux Américains un motif légitime pour revenir. Encore une fois, moi je ne suis pas anti-américain, mais on peut aimer les États-Unis et aimer la France. Pourquoi voulez-vous nous transformer en prostituées? Nous n'avons pas une vocation de prostituée. Nous n'avons pas besoin d'être la prostituée de X ou Y. Nous croyons qu'à un monde de la diversité. Les Chinois ont le droit à la puissance, les Américains aussi, les Français aussi. Pourquoi voulez-vous qu'on soit des prostituées, les catins du nouvel ordre mondial? Voilà leur projet, c'est un projet de collaboration. C'est encore une fois le fascisme, c'est le vieux rêve, hein, d'une France diluée. Alors ils vont te diluer ça dans l'Europe de la défense. C'est une Europe allemande, mais comme il n'y a plus d'Allemands,
n'y a plus de fibre allemande, ben, elle sera 30% à la solde de l'atlantisme, 30% à la solde des Chinois et je ne sais qui d'autre. Peut-être le Qatar hein, ou MBS. Pourquoi pas, hein, après tout. Hein. Dans la disgrâce, il n'y a pas de limite. Tout est possible. Voilà ce que je voulais vous dire sur ça. Donc, c'est tragique qu'on en soit arrivé là et que personne, même à droite, ne leur dise ça. Parce qu'eux, ils ont l'immunité parlementaire. Moi, je n'ai pas l'immunité parlementaire. Bon, le cas Samara. Le cas Samara, la petite de Montpellier, qui a été, ce sera le dernier sujet, la petite de Montpellier de 13 ans, collégienne, qui a été tabassée, c'est encore un euphémisme, massacrée par d'autres collégiens et qui est au coma. Et elle a été tabassée parce qu'apparemment elle s'habille à l'européenne. Nous sommes à Montpellier, en Occitanie, le cœur de la civilisation française. On n'est pas à Bab-el-Oued. Hein. Voilà la France 2024. Nous sommes dans la guerre d'Algérie, dans les prémices de la guerre d'Algérie. On est dans une guerre coloniale. C'est-à-dire que tu as deux civilisations qui se font du mal. C'est ça la guerre coloniale. C'est la demande du séparatisme. Qu'est-ce que c'est que la décolonisation? C'est un séparatisme, c'est une séparation. On a séparé des gens qui ne pouvaient plus se blairer, vivre les uns à côté des autres. Mais c'est pas arrivé tout de suite. Il y a eu des clashs comme ça, des frictions, par des éléments, des fous. On appelait ça les hors-la-loi en Algérie, les HLN. Nous, on appelle ça aujourd'hui les jeunes, ou les fous, ou les déséquilibrés. Mais qui savent ce qu'ils font, hein. Ils ont beau déséquilibrer, ils savent ce qu'ils font. Donc, qui mêlent la vie dure aux gens qui symbolisent l'union des civilisations. Cette jeune Samara, je ne la connais pas, je ne connais pas sa maman. Elles ont toute ma compassion. Elle vivait, cette jeune vivait à la française. Eh bien, elle est la cible, parce qu'elle symbolise la fusion. Parce que quand tu massacres une jeune devant un collège, en pleine ville, en France, en 2024, tu passes un message à tous les musulmans qui veulent vivre à la française. Tu leur dis, attention, c'est ce qui va t'arriver. C'est le même message que la mafia russe, brésilienne, Marseille. Enfin, c'est la loi de la terreur. Et c'est rendu possible parce que nous avons un gouvernement, un État qui donne un privilège de facto aux violents. Dès qu'il y a un abruti, plus ou moins plus ou moins éclairé, un abruti, plus ou moins politisé, je voulais dire, islamisé, drogué, violeur en série, dès qu'un type veut commettre l'hyperviolence, l'État lui dit banco, vas-y, sursis, rappel à la loi, procédure bâclée, donc on le relâche parce qu'il y a vice de procédure, débarquement de plusieurs avocats, je ne sais pas qui les paye, mais ils arrivent à sortir le type. Covid, Madame Belloubet le sort parce qu'il ne faut pas qu'il prenne le Covid. Voilà. Il peut violer dehors, il peut violer mais il ne peut pas qu'il prenne le Covid, attention, il peut en mourir. Pardon par la gauche, par les médias, excuses, circonstances atténuantes, et ainsi de suite. Notre État est le principal facteur d'ensauvagement. Je signe en bas. L'État français est le principal facteur d'ensauvagement. Principal. Vient ensuite l'immigration de masse qui est le clash des civilisations. Je m'en fiche de moi de Huntington, je n'ai pas eu besoin de Huntington pour comprendre ça. Nous avons en France, en étagère, la réponse. Ça s'appelle Fernand Braudel. Pas besoin de lire les Américains. Fernand Braudel a tout compris. Pourtant, c'était un type de gauche, humaniste, tout ce que tu veux. Hein. Il est patte blanche, hein, certifié conforme halal. Hein. Braudel, il est halal. Si nous ne sommes pas halal, lui, il est halal. Hein. Eh bien, il a vécu en Algérie. Il a donné des cours en Algérie. C'est pas un fasciste. Il t'explique le clash de civilisation. Il t'explique que les civilisations sont des êtres collectifs, ce sont des êtres qui ont une personnalité, qui veulent vivre. Et elles se font du mal. Elles peuvent collaborer, elles peuvent faire du commerce, elles peuvent même se marier entre elles. Elles peuvent fusionner ponctuellement, mais leur automatisme, c'est le mal. Elles se font du mal, elles sont en concurrence. Elles sont en concurrence. Là, vous avez des jeunes qui meurent à cause de cette concurrence, des innocentes. Et mon dernier point, la France, je le dis, je l'assume, est une fabrique de harkis. Les harkis sont les forces supplétives musulmanes. En Algérie, mais il y en a eu aussi ailleurs. Qu'est-ce que c'est que les forces supplétives? Ce sont des musulmans qui sont soit des soldats de l'armée française, soit donc des soldats qui faisaient le service militaire, ce qu'on appelle le contingent,
soit des volontaires recrutés pour surveiller un village. On n'a pas assez de gendarmes, on n'a pas assez de militaires, de la force régulière. On va armer des jeunes ou enfin, des adultes. On va vérifier leurs antécédents, tout ça, leur fidélité à la France, et on va leur donner des armes. On leur dit voilà, tu fais partie de la harka, d'où le mot harki, donc de la troupe supplétive, auxiliaire, et tu vas surveiller ce point-là, ce carrefour-là. Tu vas surveiller cette route-là, ce chemin de fer. Tu es responsable de la sécurité ici. Tu vas nous informer. Tu vas convoyer les infirmières. Tu vas convoyer les profs qui se faisaient déjà casser la gueule en Algérie. Tu vas convoyer les trains. Tu vas convoyer les vivres. Tu vas surveiller la ligne téléphonique et ainsi de suite. On les a abandonnés. Et c'est pas n'importe qui les a abandonnés, c'est De Gaulle. Hein. C'est pas les élites à 2 balles que nous avons aujourd'hui. C'est De Gaulle qui les a abandonnés en race campagne. Après l'indépendance de l'Algérie. Il n'a pas voulu les rapatrier en France. Et ceux qui ont été rapatriés en France ont été parqués dans des camps de concentration. Alors pas non plus les goulags, mais c'était honteux. Ce qu'on a fait aux Harkis, c'est honteux. On les a traités comme des citoyens de 4e zone. Honteux par De Gaulle. Hein. C'est par la République la plus splendide qu'on ait connue, la 5e, les années 60. Ah, c'est pas... non, c'est De Gaulle qui a fait ça. Bon, que Dieu lui pardonne. Et salutations aux Harkis. La France est une fabrique de Harkis. Dès qu'un arabe, un musulman, un africain joue le jeu de la France, porte l'uniforme, les Harkis, ils ont porté l'uniforme de l'armée française. Cette jeune, Samara, elle portait l'uniforme de la France. La jupe, le maquillage. Elle mangeait pendant le ramadan, je présume. Eh bien, tout le monde l'abandonne. L'école, la police, la justice. Vous croyez que les gens qui l'ont massacré, ils vont aller en tôle? Évidemment pas. Évidemment pas. Dès que tu vas la ramener pour la défendre, on va dire tu es fasciste, tu es islamophobe. C'est déjà prêt, les arguments sont déjà prêts. La gauche attend 24 heures, 48 heures que les hormones descendent chez les familles des victimes pour attaquer. Ils vont dire oui, non, vous ne vous rendez pas compte, le jeu de l'extrême droite, ne laissons pas la laïcité être récupérée par l'extrême droite, récupération politique par l'extrême droite. Parce que personne ne massacre quelqu'un sans avoir l'assurance de l'impunité. Ils mettent ça sur Snapchat, tu te rends compte? Parce que les gens ont compris que le message passé par les tribunaux français, par la classe politique française, c'est open bar, casser la gueule aux Harkis. Dès qu'un type crache sur la France, il est sur France 2. Il est reçu par le président. Il est cité par X et Y. Par X et Y candidat, tu dis voilà, tel intellectuel. Dès qu'un type défend la France, il perd son job, il perd ses crédits, il est invité nulle part, et il meurt. Ou il est lynché. Vous vous rendez compte le traumatisme de cette fille? Comment elle va grandir, cette fille? Comment elle va grandir? Comment voulez-vous qu'elle grandisse? Eh bien, c'est un crime collectif. Il y a les abrutis qui lui ont fait ça, mais je les accuse. Hein. J'accuse cet État, cette classe politique, cette mentalité de fabrique de harkis. C'est un crime collectif. Ils ont tous du sang sur les mains, tous. Le calvaire de Samara et de tant d'autres Arabes de France, et de musulmans de France, et d'Africains de France, et est un crime collectif où les autorités morales, politiques de ce pays sont jusqu'au cou. Et je terminerai en parlant d'autorité. Où est l'Église catholique? Des autorités musulmanes de France, j'en parle même pas. Parce que là, c'est un autre sujet. En général, elles ne se sentent pas concernées par ça. Elles se sentent juste concernées par un micro-groupuscule d'extrême droite qui porte le pseudo de Jambon 2 et Jambon 3, qui ont échangé un message sur WhatsApp en disant qu'ils n'aiment pas les Arabes. Là, tu as les mosquées, tout ça, enfin, les officiels, hein, je ne parle pas des musulmans du quotidien. Oui, ne vous rendez pas compte, protégez-nous. Alors Darmanin, il sort, dit oui, je vais vous protéger, je vous aime. C'est ridicule. Moi, j'ai lavé mes mains, comme on dit en arabe. Ça c'est terminé. Mais l'Église de France, bon sang. Et le diable est dans la rue. Qu'est-ce qu'il vous faut? Le démon est dans la rue. À quoi vous servez? À quoi sert l'Église si elle n'appelle pas au bien, à la protection des enfants? Bon sang.
Les enfants. Et les musulmans, et alors? Défendez-la. Vous défendez l'humanité. Jésus a aimé des juifs. Il n'est même pas catholique. Jésus a un message d'humanité. Il défend l'humanité. Défendez-la, la bonne femme. Défendez Lola. Oh, elle est morte. Défendez. Mais mouillez-vous. Mais qu'est-ce qui va vous arriver? Au mieux, vous serez des saints. Qu'est-ce qui va. Vous inquiétez pas. Ils ne vont pas vous jeter comme à Lyon du temps des Romains dans la fosse aux lions. Ah non, il n'y a rien. Ils vont juste vous traiter de pédophile. On s'en fout. Maintenant, l'Église, elle a l'épée de Damoclès. Hein. Dès qu'elle la ramène, on la traite de pédophile. Bah écoutez, on traitait les Noirs de nigger aux États-Unis. Bah, ils ont resignifié le mot et c'est eux maintenant qui disent le mot nigger. Donc, laissez-les vous traiter de pédophile. Si vous n'avez rien à vous reprocher, bah, vous les embêtez, vous en fichez. Mais faites le job. Moi, je ne comprends pas. Tu rentres dans l'église pour servir Dieu. Ce n'est pas pour devenir un bureaucrate. Donc, sers Dieu, bon sang. Et au mieux, tu auras la félicité de Sainte Thérèse de Lisieux, le destin de Notre-Dame de Lourdes, je ne sais quoi. Bon sang. Parce que si personne... Enfin, l'Église a déjà tout perdu. Le prestige, les fidèles. Les gars, bah, mouillez-vous. Risquez quelque chose. Je ne veux pas faire une diatribe contre l'Église catholique, mais je dis, il faut que quelqu'un bouge. Sinon, bah, écoutez, de toute façon, là, on continuera à voir le... Moi, je pose une dernière question avant de partir. À partir de combien on va dire stop? Il faudra combien de victimes innocentes de cette guerre-là pour dire stop? Combien il faut? Combien 10 000, 30 000, 20 000, 50 000? Juste pour nous dire. Comme ça, on prend des vacances et on revient quand on aura passé la limite. Voilà, écoutez, j'espère avoir été utile. Désolé pour autant de tragédies. Mais on ira tous au Sénégal peut-être, hein, qui sait, on refera le monde sous le tropique, sous les tropiques. Allez, à bientôt, partagez cette vidéo en cliquant sur like et bien sûr à la semaine prochaine si Dieu le veut. Ciao.